Le 20 mars 2016, c'est aujourd'hui, élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Et le scrutin a eu lieu aujourd'hui, au moment où nous émettons. La commission électorale donc procède aux opérations de comptage de voix. Alors nous avons sur cette tribune des amis. Avec ces amis, nous allons parler de cette élection. Notamment de monsieur Flavier Serge Moussaoui au Colorado, ici aux États-Unis. Nous avons monsieur Joseph, le frère Joseph, qui est pasteur. Il est à New York. Nous avons en France Zita, qui est une compatriote, donc une Congolaise, là-bas en France. Alors salut à tout le monde et moi c'est Jean Lewis. Salut. Bonjour. Oui, bonsoir, monsieur Jean Lewis. Voilà, donc nous allons commencer cette émission avec vous, monsieur Flavier Serge Moussaoui, sur les opérations préélectorales. Alors, nous avons entendu, on a lu sur la presse, notamment sur la toile, s'agissant des problèmes de fraude qui préfiguraient déjà la qualité même, la mauvaise qualité de ce scrutin. Est-ce que vous avez, comme nous, lu ces articles à travers la presse congolaise? Bien, merci beaucoup, monsieur Jean Lewis et la radio Congo Live qui est née depuis Chicago pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir ensemble scruter le scrutin présidentiel qui se passe ou qui s'est déroulé aujourd'hui en République du Congo. Avant de répondre à votre question, pour la gouverne des auditeurs, je vais succinctement me présenter. Je suis monsieur Flavier Serge Moussaoui. Originaire du Congo-Brazzaville, comme tout le monde le dit, mais je dirais originaire de la République du Congo et je réside aux États-Unis d'Amérique. Je suis de profession comptable, donc de formation économiste, comptable et financier. Donc c'est à ce titre que j'interviens ici et je n'engage que ma modeste personne dans tout ce que je veux dire au cours de cette émission. Bien, parlant des opérations préélectorales, je ne serai pas politicien, mais je vais dire ici des choses que j'ai vues en tant qu'observateur. J'ai personnellement relevé que les élections présidentielles du 20 mars 2016 ont été organisées dans une certaine précipitation, ce qui a même frisé le bâclage, s'il faut le dire. L'élection a été anticipée par le président Denis Sassou Nguesso pour des raisons propres à lui et à son gouvernement. J'ai personnellement constaté que la Commission nationale électorale, dite indépendante, malheureusement a souffert d'un manque de crédibilité, dans ce sens que son indépendance est contestée par l'opposition. La même opposition qui est représentée dans ce scrutin par un peu plus de 4 candidats. C'est donc un problème déjà. C'est comme si l'opposition ne se sentait pas suffisamment représentée ou bien n'était pas impliquée dans les opérations préélectorales organisées par cette commission. J'ai aussi constaté à travers les informations reçues à la fois sur les médias conventionnels ou traditionnels que sur les médias sociaux, le fait que le fichier électoral a posé des problèmes de fiabilité. D'aucuns ont dit que c'est un fichier électoral qui n'est pas fiable. Et cela a même été aussi soulevé par l'Union européenne qui a refusé d'envoyer des observateurs au Congo. On a aussi constaté, toujours à travers les informations diffusées sur les médias du monde entier, y compris Télé Congo, qui est un média d'État, le fait que les cartes électorales ont été distribuées de façon, je veux dire, tardive, sinon à la sauvette. Et on a aussi relevé le fait que les listes électorales ont été affichées avec un grand retard, ce qui pose effectivement des problèmes dans la transparence, la fiabilité, la crédibilité, l'équité qui devrait normalement caractériser une élection d'une si grande importance comme l'élection présidentielle. Donc voilà ce que je peux déjà dire par rapport à cette première question. Je pense que vous pouvez vous-même tirer une conclusion par rapport à ce que j'ai développé. Si tout ce que j'ai observé à travers les médias s'avère exact, cela voudrait simplement dire que la préparation de cette élection est loin, alors très loin,
de requérir une certaine fiabilité bon, à mon avis, ça commence déjà à poser des problèmes même du résultat qui va en découler. Merci beaucoup. Alors, avec vous, Zita qui est en France, est-ce que vous réagissez de la même manière que Monsieur Flavier qui pense que cette impréparation, non, cette mauvaise préparation du scrutin le rend incrédible? Est-ce que vous doutez de la fiabilité de ce résultat, de ce scrutin, vous, Zita? Merci beaucoup, Lewis. Je commencerai plutôt par dire que c'est de la précipitation, pour moi, d'abord, primo, parce que la date a été ramenée au lieu d'être maintenue à l'été. Ça, ce sont les raisons qui dépendent du président de la République en fonction de son mandat qui est arrivé à échéance. Et donc, pour pouvoir rester dans la course, il avait fait le choix de raccourcir en fait la période électorale, mais malheureusement ici n'était pas pris en avance par rapport au fichier électoral qui est durement contesté, tant sur le plan national que... Allez-y. Est-ce que Zita, vous nous entendez? Nous avons quelques problèmes avec Paris. Est-ce que Zita, vous êtes toujours en ligne? Bon, nous avons quelques problèmes avec Zita. Est-ce que le frère Joseph, vous pouvez donc continuer sur le même point? Est-ce que vous nous entendez? Alors, merci, Dean Lewis, monsieur le journaliste. Je voudrais me présenter. Je suis le frère Joseph, disciple de Jésus-Christ, serviteur de Dieu très haut. Je suis à New York. La question qui est posée, je crois que ça va dans l'intérêt de toute une nation. Quand on parle de la République, et moi, en ma qualité d'économiste de formation, en relations économiques internationales, je crois que les questions politiques et économiques m'interpellent. Donc, il faut un point de vue là-dessus, parce que au regard même de toute campagne présidentielle, le sujet de l'économie est au centre même de la campagne. Lorsqu'on parle de l'emploi des jeunes, c'est de l'économie. Lorsqu'on parle de l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est de l'économie. Donc, je voudrais apporter donc une petite pierre à l'édifice de la nation. Je voudrais aussi rappeler que déjà en amont, la préparation même de l'élection a été faussée. Ce qui a fait que l'opposition ait piqué, entre guillemets, comme une crise. Parce que les recommandations de l'opposition, ils demandaient la représentativité au niveau de cette commission électorale, ce qui n'était pas accepté par le pouvoir. Déjà, il n'était pas aussi élégant d'avoir le ministre de l'Intérieur dans cette commission, la ministre dans cette commission, et le premier vice-président de la Cour suprême. Donc déjà, ils ont faussé. Sinon, pour regarder l'indépendance même de cet organe qui devrait s'en charger sur la bonne préparation de ces élections présidentielles, parce que c'est un événement aussi grandiose. Donc il faut prendre des mesures. L'opposition a demandé qu'il y ait des représentants du pouvoir, donc de la majorité, des représentants de l'opposition, des représentants de la société civile, pour donner de l'autonomie et de l'indépendance à cet organe qui devrait s'en charger pour l'organisation des élections. Déjà là, l'opposition a... Oui, vous êtes revenu, c'est bien. Oui, on revient à vous donc, dans quelques instants. Allez-y. Donc, je peux continuer, monsieur? Oui, frère Joseph, c'est à vous. Oui, sans perdre le fil d'idée. Alors, donc, je disais déjà en amont, la chose était déjà faussée, parce que quand vous dites que nous sommes la nouvelle République, vous paraissez plus une République démocratique. Donc, il faut laisser la transparence pour que demain, on puisse donner du crédit à votre nation ou bien à cette élection. Donc, je disais déjà en amont, c'était faussé parce que, déjà, il y a la main du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas être juge et en même temps parti. Nous allons aux élections et déjà, le président sortant n'est plus président de la République. Donc, il est président sortant candidat.
Donc, il est au même titre que les autres 8 candidats qui sont en liste. Mais si l'appareil de l'État, par exemple, au niveau des médias, et qu'il n'y a pas parité, il n'y a pas d'intervention pour les 5 autres opposants ou bien les autres candidats, là déjà il y a problème. Donc maintenant, qu'est-ce que l'opposition fait? L'opposition s'est dit, aller à l'élection avec cette commission nationale indépendante, elle est déjà à la solde du pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé en ce moment-là une commission, disons entre guillemets, parallèle, qu'ils ont dénommée commission technique des élections. Donc, nous reviendrons sur cette commission technique, mais laissons le temps à Zita de terminer son intervention. Allez, Zita, c'est à vous, je crois que vous êtes là. Oui, je suis là, Lévis. Donc, je disais que cette élection-là semble coup pour coup à une mascarade qui allait amener un homme à pouvoir s'autoproclamer président. Mais ne pouvant pas le faire comme autour du monopartisme, il a choisi la méthode la moins fracassante possible, qui soit celle d'appeler le peuple à aller voter, tout en sachant que les dés étaient déjà jetés. Il n'y avait pas de transparence du tout, parce qu'il avait déjà, il est parti sur un vieux fichier électoral, sachant que chaque année il y a des morts. Il y a des gens qui arrivent à leur majorité qu'il fallait enregistrer. Tout ceci n'a pas été fait. On n'a pas sorti les morts. On n'a pas rajouté ceux qui ont à nouveau la majorité. On n'a pas comptabilisé ceux qui ont déménagé. On n'a pas comptabilisé ceux qui ont aménagé. Et donc, il y a tellement de failles dans ce système ou dans ce fichier électoral que actuellement, on ne peut même pas parler d'élections probables ou d'élections libres. Monsieur s'est accaparé les médias. Il en a fait sa propriété. Il a accordé quelques temps de passage sous la pression des médias internationaux pour pouvoir faire passer les autres candidats, les candidats de l'opposition à la télé pour quelques minutes. Donc, pour ma part, je pense que tout ceci n'est que mascarade. Aujourd'hui, les sondages qui sont pêle-mêle, d'ailleurs, lui donnent 3%, d'autres donnent 65%. Nous reviendrons sur les tendances dans la suite de cette émission, mais je voudrais revenir sur vous, Monsieur Flavier. Tout le monde, donc le tableau que vous décrivez, que nous décrivons, qui préfigure déjà ces résultats, est un sombre tableau fait de tricherie, de corruption. Alors, pensez-vous, Monsieur Moussaoui, que la question s'applique à tout le monde sur ce plateau. Pensez-vous, Monsieur Moussaoui, qu'il était une erreur pour l'opposition que d'avoir accepté d'aller aux urnes? Bien. De mon point de vue, je ne pense pas que ce fut une erreur pour l'opposition d'avoir décidé de participer à cette élection. Vous savez, en matière politique, il faut être stratège. Lorsqu'on fait de la politique, c'est pour normalement aspirer à gouverner le pays, à gérer le pays. Et dans la démarche qui conduit vers cet objectif, il faut avoir des stratégies. L'opposition, à mon avis, avait pris une bonne option d'aller à cette élection, pour la simple raison que toutes les fois elle avait choisi de faire le boycott, elle n'a jamais eu raison. Vous vous souviendrez qu'en 2009, l'opposition avait opté pour le boycott des élections. Cela n'avait pas empêché le Parti congolais du travail, et c'était au pouvoir, d'aller seul aux élections, de les remporter et de gouverner le pays. En 2012, je pense, en 2002, je crois, le même scénario s'est encore produit. Le scénario s'est produit, il y a eu boycott de l'opposition. Denis Sassou Nguesso est allé seul aux élections avec quelques candidats, fantaisistes, souvent financés par le pouvoir pour faire de la cosmétique et donner un peu de crédibilité à ces élections. Là encore, l'opposition, ayant choisi le boycott, n'a jamais eu raison. Le président Sassou fut élu dans des conditions contestables, mais lorsque vous n'êtes pas partie prenante à une élection, vous n'avez pas le droit d'en contester les résultats. Donc je pense que l'opposition
en acceptant d'aller à ces élections, en dépit de tout cet environnement pré-électoral qui était déjà contestable, à mon avis, choisi la bonne option, qui est celle d'être partie prenante. Et en tant que participant à ces élections, eh bien, les candidats de l'opposition ont donc un mot à dire quant à la préparation, à l'organisation des élections et aussi aux résultats qui vont en découler. Donc je crois que ça n'a pas été une erreur de la part de l'opposition de prendre part à ce scrutin. Et les autres, qui veut prendre la parole, Frère Joseph? Oui, merci, monsieur le journaliste. D'emblée, je voudrais dire déjà que ce n'était pas une erreur parce que dans cette élection, il y a ce qu'on appelle l'intention d'intérêt. L'intention d'intérêt, c'est quoi? Vous participez et s'il y a fraude, vous avez le droit de faire recours. Donc, je pensais que l'opposition s'est réorganisée dans ce sens. Qu'on n'est plus tombé dans le piège, comme disait mon frère Saoudi tout à l'heure, qu'il y a eu des expériences, 2002, 2009 et tout. Ils ont tiré des leçons. Donc, abandonnons la politique de la chaise vide. Allons, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme le terme qui est populaire en ce moment, coller le candidat, coller le dictateur, et vous collez aussi les urnes avec la notion je vote, je reste. Donc, il fallait faire passer ce message au niveau de la population. Je crois que là aussi, il y a des résultats, puisque la loi a autorisé que le dépouillement devrait être public. Donc, les gars votent très tôt le matin, retournent à la maison autour de l'après-midi, 15h, 16h, 17h. Ils reviennent encore au niveau des bureaux de vote pour regarder publiquement comment va se faire le dépouillement et les procès-verbaux et le résultat de chaque bureau de vote doit être affiché. Et ça permettrait en ce moment-là à l'opposition qui avait mis en place une commission technique électorale de pouvoir récolter toutes ces informations-là et les compiler, donc publier les résultats. Sur cette question, je crois que l'opposition a eu une démarche, comme disait le frère Moussaoudi, en politique, il faut être stratège. Donc, vous avez affaire à un éléphant, mais vous êtes un petit boa, qu'est-ce que vous faites? Il faut d'abord étouffer l'éléphant pour pouvoir bien l'avaler. Donc, l'étouffer sur tous les plans pour arrêter un peu la tricherie, parce que c'était toute une machine. Donc, il faut essayer de mettre un peu les bateaux dans le roue de cette machine-là qui voulait emporter les urnes. Donc, de ce point de vue-là, je crois que l'opposition ne s'est pas trompée pour accepter. Et déjà même, un des candidats, le général Mokoko, disait que cette élection ne sera pas sincère, c'est vrai. Pourquoi? Parce que déjà les dés étaient déjà dipés, étaient pipés, parce que déjà les résultats on connaît. Mais nous lui avons dit, l'opposition a dit, si vous proclamez vainqueur au premier tour, eh bien, moi, candidat général Mokoko, je prendrai mes responsabilités et je demanderai aussi au peuple de prendre ses responsabilités. Donc, il fallait entrer dans une guerre des communiqués. Je crois que le résultat va se présenter même le jour du vote et puis on verra quand on va en parler au niveau des tendances. Donc, et déjà, je voudrais signaler que la commission de l'opposition n'avait jamais été condamnée. Si vous suivez la dame de la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, a bien situé, il n'a pas condamné l'idée de l'opposition parce qu'on n'a pas confiance à la Commission nationale électorale indépendante qui est à la solde du pouvoir. Et même pour ajouter un aspect sur votre idée, j'ai reçu un représentant du PCT ici dans ce studio, donc depuis la France, qui pensait que cette commission n'était pas une commission officielle et que c'était juste une commission technique interne à l'opposition et qui leur permettait de faire le comptage des voix. Mais naturellement, cette commission a eu de la légitimité du fait que cette commission a 5 candidats en son sein. Donc les candidats sont 9, mais les 5 sont contre un seul candidat sortant. Donc ces résultats-là, puisque ça va se reposer, le coordinateur le précisait bien, M. Charles Zakari Bouao le précisait bien, que nous avons cette commission qui va se reposer sur les procès-verbaux. Donc ce n'est pas quelque chose de différent de ce qui sortira du scrutin dans les bureaux de vote. Donc voilà un peu ce que je pouvais apporter comme pierre à l'édifice.
Merci. Et oui, maintenant, rapidement avec vous, Zita, est-ce que vous êtes du même avis que le frère Joseph? Et puis, que pensez-vous donc du déroulement? Ça va nous permettre d'aborder la deuxième partie de cette émission, Zita. D'abord, sur la question posée, était-ce une erreur pour l'opposition que d'avoir accepté d'aller au scrutin? Et ensuite, nous passerons avec vous sur le déroulement du scrutin aujourd'hui, 20 mars 2016. Je rappelle que nous avons une tribune sur l'élection présidentielle congolaise, notamment sur l'aspect préélectoral. C'est à vous, Zita. Lewis, pour ma part, je pense que l'opposition a eu tout à fait raison de refuser la politique de la chaise vide, parce que quand on refuse, on n'a pas le droit après de contester, on subit. Or, pour refuser de subir, on est obligé de faire partie prenante. Et à ce moment-là, ce n'est pas parce que tout en acceptant, l'opposition condamne, mais elle a accepté de jouer le jeu. Et d'ailleurs, on en est arrivé au point de nous présenter une mascarade d'enrôlement de nouveaux qui pouvaient aller se faire inscrire sur les nouvelles listes électorales, mais finalement qui n'ont pas eu lieu. Et je pourrais dire que heureusement d'ailleurs que pour l'opposition, ils ont créé cette commission A5 qui pouvait aussi aller dans le même sens que leur CENI pour pouvoir voir au mieux ce qui devrait se passer pour le comptage des voix. Parce que si seulement l'opposition avait refusé de participer, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Il se serait déjà proclamé très certainement vers 20h ou 21h. On aurait déjà connu le résultat qui serait voté à 99,99%. Et certainement, oui. Je crois que nous tous, on ne peut pas l'imaginer, ce serait la catastrophe. Et je parie que l'opposition, en acceptant d'aller aux élections, en acceptant de battre campagne, quoique difficile, parce que tous les candidats ont presque été embêtés durant la campagne, sauf peut-être un qui a été presque moins embêté, mais ils y sont arrivés quand même. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que ça a été une erreur pour l'opposition d'accepter. C'est plutôt un acte louable pour dire que quelque part, même si on tâtonne en démocratie dans notre pays, mais les esprits s'ouvrent, les esprits évoluent en même temps, malgré le fait que certaines entités de ce pays essayent de tirer le pays vers le bas. C'est ce que moi je pense personnellement. Merci Zita. Maintenant, nous parlons du déroulement aujourd'hui. Alors Zita, avez-vous eu quelques infos? Parce que le téléphone a été coupé, l'internet coupé, certainement l'électricité coupée et peut-être l'eau. Alors comment organiser un scrutin dans ces conditions, Zita? Moi je pense que pour ma part je dirais plutôt que c'est le chaos total. Parce que ce qui fait la force du scrutin, c'est le fait d'avoir les médias autour, c'est qu'on en parle, mais c'est pas vivre un état de siège de 48 heures. Ça, le Congo s'est coupé du monde, il s'est mis en état de siège tout seul. Pourquoi? Pour quelle raison? Certainement, quelqu'un pourra me dire courant cette émission les vraies raisons qui ont fait qu'on puisse isoler le Congo du reste du monde. Et je lis ça et là qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas d'eau dans certains quartiers du Sud, et que certains donnent Moukoko majoritaire, suivi de choléra, et que Sassou est donné dernier avec 3% de voix. Donc, les 5 opposants sont en première ligne, suivis des autres, et donc Sassou en dernière position. Bon, bref, ça, ce ne sont que des spéculations, on va les appeler, mais ce qu'il faudra retenir, c'est l'engouement de la population. Malgré la difficulté, malgré toutes les tracasseries qu'il y a eu courant cette campagne, nous avons vu, nous voyons de loin, même si on n'est pas sur place, nous voyons comment le peuple veut aller au changement. Le peuple veut vivre le changement. Que ce ne soit plus de l'histoire qu'on va nous raconter, ou que ce ne soit pas une histoire que vont vivre nos petits-enfants ou nos enfants, mais
ceux qui sont là aujourd'hui veulent vivre une nouvelle histoire du Congo. Et ils veulent tous ensemble écrire la nouvelle histoire. Mais on peut compter les désagréments, ça et là. On a tabassé, je crois, des Ouest-Africains à Pointe-Noire. On en a attrapé quelques-uns à Bakongo. En Filou, on m'a dit que des policiers eux-mêmes ont attrapé deux urnes bourrées qu'ils ont détruites devant la population. Donc, c'est plein d'irrégularités. Ça encore, c'est ce qu'on a pu détailler par les quelques personnes qui ont pu avoir le réseau pour nous distiller des informations. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup d'irrégularités dont on ne nous parlera que plus tard. Oui. Alors, avec vous, Flavie Serge Moussaoui, le Congo a été, notamment la population a été privée de ses droits fondamentaux, de ses besoins vitaux que sont l'électricité, le téléphone et puis l'Internet d'abord. Parce que vous savez que dans ce groupe, il y a des gens qui ne votent pas. Donc ils ne sont peut-être pas concernés directement par le scrutin. Bien, ma réaction sur cette question précise va être simple. Ça veut simplement dire que le Congo est encore très loin d'être déclaré pays de démocratie. Pourquoi? Parce que dans un pays où règne la démocratie, on ne peut pas couper les communications au nom de la sécurité ou de la sûreté nationale. J'ai lu la note signée par le ministre de l'Intérieur du gouvernement, c'est la note numéro 0127-MID-CAB, signée le 18 mars, c'est-à-dire à 2 jours de l'élection présidentielle. Cette note demande au directeur des compagnies de téléphonie de couper les communications sur toute l'étendue du territoire national pendant 2 jours pour des questions de sécurité et de sûreté nationale. Le signal que cette décision envoie au monde entier est celui-ci. Le Congo n'est pas encore un État démocratique. Le pouvoir en place qui organise les élections ne veut pas faire que l'élection se tienne dans la transparence. Le pouvoir ne voudrait donc pas que les résultats qui seront publiés soient réellement les résultats sortis des urnes. Ça, c'est le signal que cette décision envoie au reste du monde. Ça veut simplement dire que nous sommes dans un contexte d'une élection présidentielle qui n'est pas du tout transparente, qui n'est pas du tout libre, qui n'est pas du tout équitable. Et comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'on a planté ce décor, on a créé les conditions de la contestation des résultats qui sortiront de cette élection. Comment diable peut-on penser qu'il faut couper le téléphone pour sécuriser la population d'un pays? Ce gouvernement a chanté sur tous les toits depuis bientôt 7 ans. Le président Sassou a été réélu, semble-t-il. Le pays est sécurisé. Il y a la paix au Congo, la sécurité est là. Pendant la campagne de cette élection, j'ai écouté le candidat du PCT, le président sortant, lorsqu'il s'est agi de faire son bilan, insister sur la paix, que lui il a ramené, insister sur la sécurité qui règne au Congo, sur la sérénité. Comment peut-on juste expliquer qu'un pays en paix, en sécurité, où les citoyens vaquent à leurs occupations dans la sérénité, et qui organise des élections qu'on déclare libres et transparentes? Comment un gouvernement dans un tel pays, en pleine élection, peut couper les communications? Ça veut simplement dire qu'on ne veut pas que le monde entier puisse vivre en direct les fraudes massives qui sont en train d'être perpétrées pendant le déroulement de cette élection. Ça, c'est de 1. De 2, lorsqu'on parle de sécurité, chers amis, si quelqu'un qui vit en Filou, par exemple, moi je connais la ville de Brazzaville, si quelqu'un qui vit en Filou est agressé... Oui, restez en ligne, restez en ligne. Allô, oui, je suis en ligne. Oui. Allez-y, monsieur Flavier. Merci. Je disais, si un citoyen qui vit en Filou, par exemple, ou dans le quartier La Base,
ou même à Tankombo là-bas, à Mikalo, se trouvent agressés par des bandits. Le jour du scrutin ou le lendemain du scrutin, mais comment est-ce que ce citoyen qui est en difficulté et qui a besoin d'une intervention des forces de l'ordre pourra-t-il saisir les services habilités à lui venir en aide lorsqu'on a coupé le téléphone, l'Internet et tout ce qui est moyen de communication? En ce moment, la raison évoquée par le ministre de l'Intérieur, qui est celle de la sécurité et de la sûreté nationale, ne tient pas debout. De mon point de vue, la raison, elle est toute simple. Elle est plus politicienne que sécuritaire. C'est dans l'objectif de tricher les élections, de bourrer les urnes certainement, ou de remplacer les urnes qui ont été remplies par les vrais électeurs dans les bureaux de vote par des urnes déjà bourrées dans les domiciles des membres du parti au pouvoir, afin de présenter demain à la face du monde des résultats qui seraient très loin, alors très 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 loin, des réels résultats du vote des citoyens. Voilà mon point de vue sur cette question de communication coupée. Merci. Alors, je vous informe que nous avons Monsieur Germain Bindika qui vient de nous rejoindre. Germain Bindika est congolais, professeur d'université à Michigan, ici aux États-Unis. Alors, salut donc à vous, Monsieur Germain Bindika. Je vous informe que nous organisons aujourd'hui la dernière tribune sur l'élection présidentielle congolaise et nous abordons le second aspect qui porte sur le déroulement. Alors, qu'en dites-vous, Monsieur Germain Bindika? Je suis d'accord avec celui qui venait de parler. Si je pouvais ajouter quelque chose, un petit quelque chose. Allez-y. Remarquez, nous avons déploré une situation, la situation que les gens ont créée, les autres, ceux qui ne votent pas pour Sassou. Ils se disent attaqués ou se disent pas en sécurité et ils s'en vont dans les villages. Ils quittent les grands centres où il y a les pôles, comment on appelle ça, les bureaux de vote, et ils s'en vont se réfugier. Mais c'est des voix perdues. Ils ne savent pas que c'est des voix perdues. Et puis, s'il s'agit de les protéger, ce n'est pas dans les villages que les gens iront les protéger. Hein. Au contraire, c'est dans les grandes villes qu'on peut les protéger. Et ces voix-là, l'opposition en a besoin. On a fait courir le bruit que s'il restait là, il restait dans les grandes villes, eh bien, il serait des victimes. Mais non, au contraire. Au contraire, c'est un manque à gagner pour l'opposition. Oui, ça, il faudra, je crois, Monsieur Germain, pour les années à venir... Oui, allez-y. Oui, pardon. Oui, quel a été le message de l'opposition pour rassurer ces gens-là? Ben, écoutez, l'opposition n'avait pas suffisamment de temps. Hein. L'opposition n'avait pas suffisamment de temps pour aller vers ces gens-là. Je crois que ça va faire une leçon. C'est une leçon pour les temps à venir. Mais maintenant, je crois qu'il est trop tard. Les gens sont partis. Alors, oui, allez-y. Ils ont fait fuir les voix précieuses pour l'opposition. Voilà. Alors, nous allons donc passer, pour terminer sur cet aspect, à notre frère Joseph depuis New York. Alors, frère Joseph, rapidement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez pu lire à travers la presse congolaise, qui est en grande partie sur Internet, donc sur le net? Qu'est-ce que vous avez pu glaner comme info ce matin, cette journée? Oui, d'emblée sur la toile, quand vous tapez sur Brava News, on nous rappelle que rien n'est gagné avec un dictateur. Restez mobilisés. Donc, comme disait le prédécesseur tout à l'heure, que les gens ne se retirent pas des grandes villes. Et je crois que Filou et peut-être Bakongo a répondu à cet appel, parce que les jeunes gens ont dit nous ne bougeons pas, nous allons dormir là dehors, puisque la police a commencé à tirer des bombes lacrymogènes. Les enfants ont dit nous sommes là puisque la loi nous autorisait d'assister publiquement au dépouillement. Vous savez, un adage dit qui veut la paix prépare la guerre. Je crois que la paix du pouvoir du PCT, ce n'est pas de la vraie paix qui est enseignée même dans la parole de Dieu. C'est une guerre, mais
j'avoue qu'on a des opposants sérieux, très intelligents et sages, parce qu'ils ne paniquent pas et ils ne cèdent pas aux provocations. Tout de suite, j'ai vu un élément. Il est écrit « L'hypercute qui met Sassou Nguesso au tapis se confirme. La tendance projetant Mokoko et Kolela au deuxième tour se confirme. L'information a été relayée par certains représentants diplomatiques des grandes puissances que nous ne voulons pas citer avant l'annonce officielle. » Donc, il y a un bouffée d'oxygène du côté de l'opposition. Le peuple vraiment est sorti en masse pour aller voter. Et il faut qu'on reste vigilant. Alors, déjà, s'il faut gagner un peu du temps au lieu de nous répéter, Oui, rapidement. les prédécesseurs l'ont déjà dit. Donc, en fait, le déroulement c'est bien passé parce que c'est à la surprise du prince de Oyo, parce qu'il ne s'attendait pas que les gens devraient venir en masse. Et l'erreur qu'il y a eu, c'est qu'il aurait accepté à l'avance le bulletin unique. C'était là où le match était déjà gagné. Parce que s'il y avait différents bulletins de vote, chaque candidat avec son lot, là, la tricherie devrait être vraiment en cascade. Mais il est tombé dans son propre piège d'accepter que le bulletin unique soit retenu. Donc déjà là, le dépouillement aussi va aller très vite. En fait, c'est parce qu'ils sont perdants. Sinon, au soir même de fermeture de bureau de vote, déjà les tendances devraient déjà tomber. Mais il y a des tendances qui arrivent avec la commission technique des élections. Nous parlons des tendances dans quelques secondes, frère Joseph. Il y a, je crois, un appel de Zita sur le point. Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que le professeur Germain a dit tout à l'heure concernant le peuple qui a pu se déplacer pour aller se réfugier dans les villages. J'aimerais quand même signaler que nous sommes loin, c'est vrai, nous vivons la situation à distance. Mais quand on est sur place et vu la pression énorme qu'il y a, il n'est pas évident pour certains parents qui ont subi, qui ont vécu, qui ont perdu, qui perdent encore aujourd'hui des parents ou du matériel, de pouvoir résister à une autorité qui arrive soit dans le quartier ou dans un marché, vous dire que tiens, si vous ne votez pas pour un tel, vous allez vivre pire que ce que vous avez déjà connu. À ce moment-là, c'est vrai, on choisit, on n'a qu'un seul choix à faire pour certaines personnes, c'est celui de la vie. Et quand on fait le choix de la vie, on se retire, on se met à côté en attendant que les choses se passent. Donc, ils ne sont pas... moi, je ne les condamnerai pas, mais je les appellerai plutôt à revenir, parce que si deuxième tour il y a, je suppose que vu les tendances que nous lisons ça et là, il y aura deuxième tour, je suppose. Et je parie, et je les exerce. Et voilà, il est parti. Bon, alors, allô, est-ce que tout le monde est là? Oui, je suis là. Oui, bon, Zita est parti. Là, problème de ligne depuis Paris, alors notamment depuis Bordeaux. Voilà. Nous revenons sur vous, monsieur Flavier Serge Moussaoui. Nous abordons la question des tendances. Est-ce que vous avez à ce jour quelques tendances, quelques chiffres sur cette élection? Et oui, comme tous ceux qui sont branchés sur les moyens de communication modernes aujourd'hui, j'ai quelques chiffres qui me parviennent depuis le Congo. Donc, vous pouvez comprendre qu'en dépit des dispositions qui ont été prises par le pouvoir, de pouvoir couper toutes les communications avec le monde extérieur, eh bien, le pouvoir ne sait pas que la technologie est suffisamment évoluée aujourd'hui au point où des gens peuvent communiquer sans même utiliser les réseaux Internet traditionnellement contrôlés par les États ou par les gouvernements. Donc, il y a quand même quelques tendances qui nous parviennent depuis le Congo. Et de manière générale, sans parler des chiffres, parce que les statistiques sont une science assez compliquée, je résumerai la chose en disant que il semblerait qu'il y a un deuxième tour qui se dessine et que ce deuxième tour verrait la participation de deux candidats qui sont jusque-là en tête. Il s'agirait du général Jean-Marie Michel Mokoko et du candidat du MCDDI, Parfait Kolela, qui est en train de compétir sous le logo d'une alliance, étant donné que son parti a été, soi-disant, suspendu par la justice congolaise. Donc, selon ces tendances,
le général Mokoko serait en tête, suivi par Fekolela. Okombi Salissa et Tsati Madiala seraient en train de se disputer la troisième place. Et le président sortant, M. Denis Sassou Nguesso, en ce net moment, serait à la traîne dans la 5e position. Eh bien, si cette tendance se confirme, je pense que ça ne serait que la confirmation de la configuration de la campagne électorale à laquelle nous avons tous assisté. D'avoir assisté à une campagne électorale qui nous a réservé des surprises que même le pouvoir n'avait jamais soupçonnées. C'est pour la première fois, de mémoire le Congolais, que je vois un candidat indépendant à l'élection présidentielle drainer des foules pendant ses meetings. Le général Mokoko est rentré dans cette élection peut-être à 1 mois du lancement de la campagne. Il n'a pas eu le temps de structurer son organisation de campagne. Il a plutôt compté sur des volontaires. Des volontaires qui se sont mis au travail très rapidement pour essayer de faire bouger sa machine. Et curieusement, son message étant limpide, simple et direct, la population y a adhéré. Et nous avons tous vu qu'au niveau de Pointe-Noire, par exemple, pour ne prendre que cette ville, Mokoko a été le candidat qui a organisé le meeting qui a battu le record de participation. Son cortège a dû prendre plus de temps que tous les candidats pour se frayer un chemin au milieu de la foule et atteindre le podium. À l'opposé, on a vu le candidat du pouvoir, le président sortant, arriver sur la place du meeting dans une espèce d'escorte de blindés militaires, suivi par quelques badauds qu'on pouvait compter du bout des doigts. Et vous voyez, cette configuration du meeting de Pointe-Noire du général Mokoko s'est poursuivie ou alors s'est consolidée à travers le reste de l'ensemble du territoire national. On a vu le même engouement dans le Niari, on a vu le même engouement dans les autres régions jusqu'au niveau de la Sangha et jusqu'à Brazzaville. Souvenez-vous, hier ou avant-hier, je crois, vendredi, lors du dernier meeting, le candidat du pouvoir, avec tous les moyens qui sont à sa disposition. Il faut signaler en passant que la campagne électorale a été marquée par un fait très curieux, et l'usage abusif des moyens de l'État par le candidat du Parti congolais du travail. Il a tout mis à sa disposition. L'argent du trésor public, les moyens techniques, les moyens matériels, tout ce que vous pouvez imaginer. Pour la première fois au Congo, on a vu un candidat faire voler dans les airs de Brazzaville des montgolfières. Il faut être un super riche pour réaliser ce genre de choses dans un pays africain. Donc, on peut imaginer que c'est l'argent du trésor qui a encore fait l'affaire. Donc, malgré tout cela, le candidat du pouvoir avait le meeting à Brazzaville au boulevard Alfred Raoul. Le candidat Mokoko avait son meeting dans la même ville au niveau du rond-point de Poto-Poto. Il faut dire en passant que cette place a été même imposée par le pouvoir pour voir, pour essayer de resserrer davantage les participants au meeting de Mokoko. Mais en dépit de cela, vous avez vous-même vu la foule qui est venue acclamer Mokoko au rond-point de Poto-Poto. Je crois que c'est une tendance qui aisément semble se conforter ou se confirmer dans les urnes à travers les premières estimations qui nous parviennent. Oui, merci. Le temps presse. Avec vous, Germain Bindika, est-ce que vous avez quelques chiffres frais de Brazza? Des chiffres non, mais des tendances non chiffrées, oui. On pense que, mais c'est je crois que ce que monsieur venait de dire là, se confirme. Ou si vous voulez, je suis d'accord avec lui. La tendance Mokoko est en train de mener partout. Mais je voulais souligner quand même, tout ça malgré le fait que les gens sont sortis des villages, plutôt des grandes villes. Ils sont sortis. On aurait pu gagner plus vite s'ils n'étaient pas sortis. Je crois que pour le deuxième tour, nous aurons appris la leçon. On dira aux gens de ne pas sortir, de ne pas s'en aller, de rester là. La peur, quelquefois, il faut la domestiquer. Je crois qu'on resterait sur place et qu'on ferait gagner notre candidat. Bon, monsieur qui venait de parler, je crois qu'il est pour... il nous dit que
c'est l'autre, c'est Mokoko qui est en train de mener, mais je pense que c'est vrai. Qu'est-ce qui a été pour Mokoko? Surtout, les deux sont le président sortant et Mokoko sont des généraux. Les gens ont envie de comparer. Et puis il y a une chose, c'est que Mokoko a ceci à son avantage, c'est qu'il parle facilement. Il a la langue bien faite. Donc il peut convaincre facilement. Il peut convaincre, et je crois que ça, et même moi, ça m'a convaincu. Hein. Et puis, il y a quelque chose qui est entré en considération, plutôt en contradiction avec M. Sassou, c'est que quelques jours avant, il a commencé à inaugurer les chrysanthèmes. Il est allé à Kinkala, mais au lieu de se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes, il a fait une guerre, presque une guerre. Ouais, le sang, le goût du sang, etc., etc. Ça, c'est pas bon. Alors, est-ce que, avec vous, frère Joseph, depuis New York, est-ce que vous pouvez faire une lecture des fiefs électoraux? Quand nous regardons toutes ces tendances, est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire, comme ça se passe ici aux États-Unis, quand vous suivez sur CNN, des tendances qu'on peut facilement confirmer et qui préfigurent les vrais résultats? Alors, nous avons dans la partie nord du pays, notamment dans la ville de Wando, dans le secteur de Wando, Makwa, Oyo, la suprématie du général Mokoko. Ah, ça, oui. Et puis, les gens de Makwa, là, les gens de Makwa, ils ont pris ça sur eux. Ils ont dit, nous prenons ça sur nous, nous protégerons notre candidat. Vous voyez, ils ont fait de Mokoko leur candidat et qu'ils ont présenté aux autres. C'est bien que Mokoko est sorti gaillardi de l'aide qu'on lui prêtait ou de l'appui qu'on lui prêtait. Hein. Je crois que... oui, restez en ligne. Le problème de Sassou, il s'est tapé. Je prenais ce que monsieur a dit là tout à l'heure. Je voulais prendre ce que monsieur a dit. C'est Flavier. Ah, monsieur Flavier. Pardon? Allez-y. Je rappelle que nous sommes suivis en direct et que vous ne pouvez pas être occupé à faire autre chose pendant que vous êtes à l'antenne. Voilà, le candidat sortant a compté sur ce qu'il a fait, ses réalisations. Il n'a compté il a parlé des voix, et qu'il est venu faire justement à la fin de sa 32e année. Ça c'est contre lui. Les gens ont bien vu. Et ces voix-là, il les a faites pas avec l'argent, avec son argent, avec l'argent de l'État. Il a fait c'est des prêts par-ci par la Chine, à la Chine, à la Banque mondiale, etc., etc. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, lui, à la fin? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le Congo a réalisé? Et tout ça, les gens ne sont pas dupes. Ils voient, ils jugent, ils contrôlent. Et puis ils disent non. On t'accorderait encore 32 ans, tu ferais la même chose. Et voilà. Les résultats, c'est qu'on dirait qu'on est en train de descendre. Hein. Il est en train de descendre vers l'abîme. Alors, bon, oui, allez-y. Je vais laisser le temps aux autres. Voilà, donc nous abordons la dernière partie de cette émission. Le temps presse. Est-ce que quels sont finalement l'élection a été réalisée aujourd'hui? Alors, pensez-vous que l'issue de cette élection sera paisible, pour ainsi dire? Est-ce que vous pensez que l'une ou l'autre partie est prête à accepter le résultat du vote, j'allais dire? Ce sera la guerre. Ce sera la guerre. Pourquoi? Essayez un peu d'étayer votre idée. Il n'a jamais accepté la défaite. Il n'a jamais accepté la défaite. Son air cocorico, là, il a tenu jusqu'à la fin. Hein, je suis sûr qu'il n'acceptera jamais qu'on lui dise « Monsieur Mokoko a gagné ». Il ne pourra jamais, parce que c'est un orgueilleux, c'est un gars qui fait cocorico, et il n'acceptera jamais qu'on le batte. On le batte. Alors, et puis, oui, allez-y. Moi, je crois que on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Tous ses enfants, il a envoyé tous ses enfants ailleurs. Il a envoyé toute sa famille ailleurs. Il ne garde que sa femme, quelque part.
Et je crois qu'il se sent partir. Alors, la suite, qui prend la parole là? On fait un dernier tour de table, s'il vous plaît. Flavier ou Flavier. Zita en France là-bas? Oui, c'est Flavier. Flavier, oui, avant de chuter sur l'issue de ce scrutin en termes de supputation, parce que personne ne peut avoir une photographie de l'avenir, on ne peut que faire des supputations. Avant d'en arriver là, je voudrais dire deux petites choses sur deux éléments. Le poids des fiefs électoraux au Congo dans ce scrutin présidentiel. Je dirais simplement que les fiefs électoraux, donc cette notion a joué en la défaveur du candidat Denis Sassou Nguesso. Lorsque vous prenez le Kwilu avec la ville de Pointe-Noire, généralement l'élection au Congo se fait sur une base ethnique et régionaliste. Et ça, c'est une réalité qui existe dans tous les pays africains subsahariens. Le Congo n'y échappe pas. Au niveau de Pointe-Noire, la mort de Titer Chikaya, le retrait de la scène politique des grands acteurs comme Pascal Lissouba qui arrivaient à conquérir le Kwilu, fait que le Kwilu échappe aux alliés de Denis Sassou Nguesso, que sont le RDPS et le parti du maire actuel, Boutivou Elgedo. Lorsqu'on voit l'engouement autour du général Mokoko dans le Kwilu, on peut dire que le Kwilu est un fief qui aujourd'hui sera partagé entre Mokoko, Kolela, Katima Biala et Okombi Salissa. Automatiquement, Denis Sassou Nguesso ne peut pas sortir vainqueur dans le Kwilu. Lorsqu'on remonte dans le pays du Niari, voilà, lorsqu'on remonte dans les pays du Niari, les premiers résultats du Niari, lorsqu'ils vont sortir, doivent certainement donner Katima Biala en tête. Les places suivantes, deuxième ou troisième, peuvent se jouer entre Mokoko, Madame Mounari ou Kombi Salissa. Lorsqu'on monte dans les plateaux, Kombi Salissa peut se prévaloir de la première place dans la région des plateaux et qu'il peut se disputer avec le général Mokoko. Dans la cuvette, fief traditionnel de Denis Sassou Nguesso, l'arrivée du général Mokoko dans l'équation complique les choses pour Denis Sassou Nguesso, qui perd automatiquement son fief traditionnel. Les deux autres régions qui restent en haut, la Sanga et la Likwala, plus la cuvette ouest. Cuvette ouest et Sanga, c'est des régions qui ont comme une petite histoire d'amour avec l'UPADES à travers l'histoire de l'Issouba même. On a vu la campagne que Katima Biala a menée dans ces régions. On a vu la campagne que Kombi Salissa y a menée. On a vu ce qu'a fait le général Mokoko. Ces trois régions seront disputées par Mokoko, Katima Biala, Kombi Salissa et Denis Sassou Nguesso. Brazzaville est en train de tomber dans les mains de Parfait Kolela et du général Mokoko. Automatiquement, la notion du poids des fiefs électoraux envoie le président Sassou Nguesso à la retraite. Ça, c'est mon analyse. Deuxième élément, l'enjeu de ce scrutin, donc, ce que vous avez appelé l'issue. C'est difficile de supputer, mais je veux simplement dire, à travers ma façon de voir les choses, que si le président Sassou Nguesso souhaite laisser une empreinte positive de toute sa vie politique et de son passage sur Terre, il aurait intérêt, à partir de demain, de commencer à envisager sa retraite politique que le peuple congolais est en train de lui accorder à travers ce scrutin. Ce qui est sûr, c'est que les résultats sortis des urnes ne donneront pas Denis Sassou Nguesso gagnant. Si lui, il fait le choix de laisser une empreinte positive pour qu'on puisse gommer tout son passé négatif et sanguinaire que le peuple congolais lui colle à la peau, à travers tous les actes qu'on peut recenser, il faut toute une émission pour ça, il a intérêt donc à reconnaître qu'il a perdu le premier tour de la présidentielle et à observer ceux qui vont aller au deuxième tour. En ce moment, au soir du deuxième tour, le nouveau président viendra faire la passation de service avec lui et pourra lui accorder une immunité, ne serait-ce que pour garantir une certaine tranquillité dans le pays et lui donner sa retraite.
Merci. Si par contre, oui, allez-y. si par contre, il choisit de faire comme le général Gueye, le général Gueye du Côte d'Ivoire, paix à son âme, c'est-à-dire les résultats sortis le donnent perdant, mais étant au pouvoir, il prend Télé Congo et Radio Congo pour faire une proclamation, une autoproclamation que lui, il est président. Eh bien, le professeur Germain Bindika vient de le dire, on peut voir le pays replonger dans la guerre. Replonger dans la guerre, non pas parce que les opposants l'auraient voulu, mais parce que le peuple congolais qui est sorti massivement aujourd'hui pour retirer sa confiance au président Sassou, je suis sûr qu'il n'acceptera pas que le président Sassou lui vole sa victoire. Alors, il nous reste pratiquement 3 à 4 minutes. Je voudrais intervenir sur les tendances, si vous me permettez. Là. Attendez, Zita, allez-y, Joseph. Merci, monsieur le journaliste. Il y a tendance ici, la source c'est Zengaman pour Congo-Brazzaville. Je vais lire pour édifier un peu la nation. Vous allez un peu plus vite car nous avons déjà abordé cette partie, frère Joseph. Essayez un peu d'évacuer un peu rapidement parce que nous sommes sur la toute dernière partie de l'émission. Ok, donc je vais aller rapidement sur l'intention qu'avait le président sortant, Sassou Nguesso, de pouvoir mettre en place un couvre-feu et mettre un état de siège jusqu'au jour où il va proclamer ses résultats et ensuite la prestation de serment. Je crois que s'il est démocrate, c'est l'ultime occasion pour lui de sortir par la grande porte et entrer dans l'histoire congolaise. Je crois qu'on lui a donné assez de chances. Il n'a qu'à saisir cette opportunité, c'est une dernière des chances. Il veut rentrer dans l'histoire de la République, qu'il accepte sa défaite, parce que déjà, à la lecture où nous voyons, il n'est même pas parmi les 3 premiers. Donc, il accepte sa défaite et reconnaître la victoire, soit du général Mokoko, ou alors de Parfum Kolela, les laisser aller comme il est homme de paix, et comme ça, on verra sa grandeur, et puis nous allons écrire une nouvelle histoire avec, en tête de la page, Sassou Nguesso, sorti par la grande porte et entré dans l'histoire. Donc, voilà un peu très rapidement, puisqu'il ne reste que 2 minutes. Je vais laisser aussi les autres s'exprimer. Merci. Voilà, donc Zita, vous allez donc réagir rapidement sur la question, mais avant de terminer, j'aimerais que vous me donniez 3 choses, donc 3 mesures urgentes que le nouveau président devait prendre. 3 mesures urgentes que le nouveau président élu, donc nous assumons déjà que M. Denis Sassou Nguesso est perdant, donc son échec est cuisant déjà. Alors, citez-moi 3 mesures urgentes à prendre par le nouveau président. Bon, je vais intervenir, les 3 mesures... Non, je m'adresse à Zita, pas à vous. Zita okay. depuis Bordeaux. Alors Zita, est-ce que vous m'entendez là? Oui, je t'entends très bien, Lewis. Moi, je dirais que pour le nouveau président, d'abord, toutes mes félicitations à lui. Et à mon avis, s'il y aurait les premières mesures qu'il devrait prendre, la première, ce serait sur l'économie, la seconde, la santé, et puis regarder la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, je pense que au Congo, on a un véritable problème de sécurité et l'économie est en berne, sinon c'est le chaos total. Et la santé aussi, parce que si on n'est pas en bonne santé, il nous sera difficile d'aller loin et d'accomplir tout ce dont on a à l'esprit à accomplir ensemble. Oui, donc voilà un peu ce que je dis. Voilà, et qui d'autre veut prendre la parole? 3 mesures urgentes à prendre. Oui. Oui, si vous me permettez, les 3 mesures urgentes, à mon avis, il faut premièrement faire comme ce qu'a proposé dans son projet le général Mokoko, c'est-à-dire organiser les états généraux de la nation. Le Congo est aujourd'hui dans une crise multisectorielle et multidimensionnelle qui n'est pas une crise conjoncturelle, mais une crise structurelle. Afin de relancer le pays dans tous ces départements, dans tous ces domaines d'activité, l'économie, le social, le judiciaire, la sécurité, il faut les états généraux de la nation pour que la crème nationale se retrouve, analyse de façon profonde la situation et donne une nouvelle feuille de route au nouveau gouvernement qui pourra alors commencer l'œuvre de relance du pays. Deuxième mesure, il faut donner de la possibilité aux Congolais de souffler sur le plan social. La misère a atteint son paroxysme.
Si la manne pétrolière que le président Sassou a gérée jusque-là laisse encore quelque chose, je veux dire, au bénéfice du pays, le nouveau pouvoir devra prendre des mesures sociales allant dans le sens de donner un peu du pouvoir d'achat aux Congolais. Ça peut passer par une augmentation des salaires avec effet immédiat, ça peut passer par la mise en place d'un SMIG, le relèvement du SMIG, ça rentre dans le cadre des augmentations de salaire, mais ça peut passer aussi par la mise en place, je veux dire, d'un revenu qu'on peut donner à tous les chômeurs qui aujourd'hui sont en train de vivre à la poste de leurs parents, pour faire qu'il y ait du pouvoir d'achat et que les populations soufflent un tout petit peu. Et la troisième mesure, à mon avis, devra être les états généraux de l'armée, la police et la gendarmerie. Donc les états généraux de la force publique, pour qu'on puisse redresser l'armée qui a fonctionné jusqu'aujourd'hui comme étant une force au service d'un régime et d'une famille. Il faut donc les états généraux pour redresser l'armée et en faire une armée républicaine au service du pays, au service de la sécurité des populations. Voici, à mon avis, les 3 mesures que je conseillerais au futur président du Congo, s'il ne s'appelle pas M. Denis Sassou Nguesso. Alors, frère Joseph, M. Germain, vous allez conclure l'émission, donc à vous, Joseph depuis New York. Oui, merci, M. le journaliste. La première mesure, c'est d'abord d'annuler la constitution du 25 octobre 2015 pour éviter l'amalgame, parce que le monsieur Sassou est assis sur 2 constitutions, ce qui est illégal. Donc, c'est d'abord restaurer l'État. Donc, on annule cette constitution et on met en place une charte de liberté, des droits et devoirs. Et cette charte-là devrait s'accompagner avec l'ancienne constitution du 20 janvier 2002. En ce moment, il va se présenter comme une transition de 5 ans. La deuxième mesure, il faut donc convoquer peut-être pas une autre conférence nationale souveraine, mais des états généraux pour réunir tous les enfants du pays, parce que nous étions finalement divisés. On se regardait d'un mauvais œil, celui-ci est du nord, celui-ci est du sud, celui-ci est de l'est, de l'ouest. Et le gars, il y a eu donc des fissures. Après une dictature, vous ne pouvez pas redémarrer la machine sans passer par la transition. Donc les 5 années devraient être une transition inclusive, j'insiste là-dessus. Donc celui qui gagne les élections, je mise sur le général ou alors Parfait Kolela, ce qu'il fera, c'est de mettre un gouvernement de large union, j'insiste sur les mots, de large union nationale. Et donc quand vous abolissez la nouvelle constitution, vous retournez comme ça s'est passé au Burkina Faso, donc vous rattachez cette charte de liberté avec l'ancienne. Et quand vous évoluez, vous commencez à réunir tous les Congolais de tous bords, de toute audience, pour s'asseoir, pour regarder qu'est-ce qui est anormal dans la constitution du 20 janvier 2002. En ce moment-là, on pourra faire des retouches, mais seulement, il y a 2 critères qu'on ne doit pas toucher, j'insiste là-dessus, la durée du mandat, 2 fois seulement. Les 2, maintenant on peut regarder si on doit les ramener en 5 ans, parce que dans l'ancienne constitution, c'est en 7 ans. Donc on peut les ramener en 2 ans, mais en gardant toujours le même nombre de mandats, donc limité à 2. Et l'âge également, à 70 ans, parce que on ne peut pas voir un dictateur à 73 ans, ce n'est pas possible. Le dictateur qui veut être dictateur, il commence à l'âge de 30 ans, il garde jusqu'à 73 ans. Donc déjà, limite de l'âge, ça aussi, ça doit rester. Maintenant, regardons dans le régime. Est-ce que c'est un régime présidentiel ou un régime semi-présidentiel que nous devons adopter? On ne peut pas laisser entre les mains d'un seul individu tous les pouvoirs. Donc, il faut faire référence de Montesquieu qui parle de la séparation de pouvoir. Donc, il faut que le législatif, l'exécutif et le judiciaire soient séparés. Comme ça, nous allons maintenant provoquer une élection libre. En ce moment-là, il n'y a plus les candidats d'opposition à un seul endroit. Non, ça sera, ce sont des éléphants qui vont se battre et que le meilleur gagne. Oui, frère Joseph, il vous reste pratiquement 15 secondes, frère Joseph. Est-ce que M. Germain Bindika est toujours là? Allô? Oui, allez-y, M. Germain, pour conclure l'émission. Est-ce que vous pouvez nous citer... Pardon? Oui, vous êtes là, M. Germain Bindika. Monsieur Germain Bindika, semble-t-il parti. Allô? Ouais, je suis pas... Vous êtes là. Alors, donc, nous allons conclure. Cher. Oui, vous allez conclure l'émission.
Est-ce que vous pouvez nous... vous avez suivi la question, je crois. J'ai décroché là, j'ai décroché. Ouais. Oui, la question est celle de savoir, est-ce que vous pouvez nous citer trois choses urgentes, trois mesures urgentes que le nouveau président devra prendre une fois élu? En 45 secondes. Comment vous appelez pour le deuxième tour? Ce président, une fois élu, est-ce que vous pouvez nous citer, voilà. Ouais, mais il y a une forte éducation des électeurs. Hein. Il faut éduquer les électeurs. Bon, mais la démocratie est vite. C'est tout un programme. Hein. C'est tout un programme. Il faut que les gens sachent faire des revendications. Alors donc, nous allons clôturer cette émission. Je vais ajouter une chose, certainement que vous avez oublié, c'est de procéder au ramassage des armes et permettre au gouvernement qui sera élu de travailler dans la sérénité. Quand je parle de réformer la force publique, oui. Et puis il faut nettoyer les prisons. Voilà, je donne là. Donc il faut décongestionner les prisons. Oui, allez-y. Oui. Il faut dégorger. Dans les détails, il faut gérer toutes ces questions-là, du ramassage des armes. Il faut désengorger les prisons. Des milices, des Tsammitso et autres, et voilà. Et voilà, il faut donc identifier les caches d'armes, les milices. Dans les états généraux de la nation. Puis, il faut créer des... Allô? Oui, je vous écoute, allez-y. Il faut désengorger les prisons, et puis il faut continuer de créer des organismes, ou des organismes qui peuvent mettre les Congolais ensemble. C'est-à-dire les lycées régionaux et les lycées et l'université, les universités. Deux petites universités, ça suffit pas pour le Congo. Il en faut plus. Il en faut plus pour le Congo. Et c'est ça qui va mettre les gens ensemble. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. Le temps est terminé, donc, chers amis. Voilà, Congo Live 11, tout le plaisir a été pour nous de vous avoir reçu. Nous avions Monsieur Flavier Serge Moussaoui du Colorado. Nous avions Zita à Bordeaux en France. Nous avions Monsieur le frère Joseph depuis New York. Germain Bindika à Michigan et moi-même Jean Lewis. Merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation et à la prochaine occasion.